Alors, bonjour. Ce séminaire, c'est sur l'extraction des données du web, de la toile, comme j'ai appris. Je dois m'excuser pour mon français parce que j'avais parlé un français vraiment meilleur de maintenant, parce que j'ai fait un lycée français, donc j'ai fait un bac français, section C à l'époque, ça n'existe plus, j'ai entendu. Mais il y a plus de 35 ans que je ne parle pas le français. Je parle seulement quand je viens à Paris quelques jours, je parle le français, mais mon épouse est italienne, donc je parle italien tout le temps. Donc peut-être vous pourriez noter que les fautes que je fais, c'est plutôt des fautes qui viennent de l'italien que de l'allemand. Je vais commencer mon séminaire par une motivation. Pourquoi faut-il extraire des données du web? Et c'est une question qu'il faut quand même se poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des informaticiens en général, qui me demandent mais pourquoi vous allez extraire des données du web? Les données dans le web sont déjà présentes en forme électronique, non? Donc, en général, on ne comprend pas. Mais il y a des autres motivations qui sont peut-être plus importantes pour les informaticiens. C'est-à-dire, l'extraction des données du web peut nous mener à des meilleures décisions. Donc, ça peut aider aux procès décisionnaux. Alors, si on est dans une entreprise, par exemple, comment une entreprise moderne arrive-t-elle à ses décisions, ses propres décisions? Elle analyse les données. Ce sont des données qui naissent généralement dans l'entreprise même, parce que l'entreprise, par exemple, elle a des données de vente, elle sait exactement, elle a des données sur les clients, etc., sur les prix qu'ils doivent payer, etc. Et toutes ces données sont entrées avec ETL, Extract, Transform, Load. C'est un mécanisme pour entrer ces données en entrée dans un data warehouse, dans un entrepôt de données. Et après, on peut utiliser un paquet, un logiciel d'analytique pour analyser les données, pour voir s'il y a quelques déviations intéressantes et pour nous porter aux décisions assez bonnes. Mais maintenant, on peut voir que beaucoup d'informations intéressantes se trouvent sur le web. Et ces informations, ayant accès à ces informations, pourraient porter à des décisions meilleures. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples. Donc, ça a créé pratiquement une nouvelle branche de l'informatique gestionale, si on veut, qui s'appelle Online Data Intelligence, de comprendre les données sur la ligne, pratiquement sur le web. Online Market Intelligence. L'intelligence, en anglais, ça veut dire... intelligence, ce n'est pas seulement intelligence, ça veut dire presque l'espionnage des données. On veut l'utilisation des données, disons, online, en ligne sur le marché. Et ces deux secteurs ont besoin naturellement de l'extraction des données du web. Alors, je vais vous donner des exemples. Qui peut utiliser cette Online Market Intelligence? Surveillance du marché, c'est ça ce que je voulais dire. La surveillance du marché, c'est très important, par exemple, pour des détaillants électroniques qui vendent des composants. Par exemple, on a des compagnies qui vendent plus de 1000 ou plusieurs mille produits électroniques, des petites composantes électroniques, transistors, etc. Et ils doivent savoir, ils ont 20 compétiteurs, non, et ils doivent savoir dans chaque instant, ou c'est bien s'ils savent dans chaque instant, à quel prix leurs compétiteurs vendent. Un supermarché, une chaîne de supermarchés veut être informée dans chaque instant des offres spéciales de leur concurrence, non, des autres supermarchés. Et c'est très important parce que, naturellement, les supermarchés cherchent d'attirer les clients avec des offertes spéciales. Et si on ne réagit pas très vite, si on se laisse du temps, alors une partie de la clientèle déjà est prise de la concurrence. Une agence Internet, une agence de voyage Internet, en général, il y a beaucoup d'agences de voyage Internet qui garantissent le meilleur prix.
Best Price Guarantee. Et naturellement, ils veulent savoir si vraiment, ils offrent le meilleur prix, les produits touristiques au meilleur prix. Par exemple, en Allemagne, il y a une grande agence, il y a une page web qui s'appelle hotel.de, hotel.de. Ils garantissent le meilleur prix pour les hôtels. Mais très souvent, les hôtels même offrent leurs chambres à un prix inférieur. Et alors, il faut immédiatement réagir et envoyer un mail aux hôtels pour dire attention, vous nous avez garanti le meilleur prix, mais vous-même violez cette garantie. Ce n'est pas parce qu'ils le font exprès, ils le font simplement parce que quelquefois, ils avaient oublié le prix, etc. Il y a des inconsistances, etc. Quelquefois, ils le font exprès, naturellement. Une compagnie de construction qui veut savoir quels sont les appels d'offres sur le marché international. Le marché international, toutes les appels d'offres sont publiés sur des milliers de pages web. C'est le marché international. Et naturellement, pour une compagnie de construction routière, par exemple, il est très intéressant de savoir où est-ce qu'il y a où est-ce qu'on nous offre du travail, où est-ce qu'il y a du potentiel travail pour nous. Un fonds de placement a tout intérêt d'anticiper certains index, par exemple. Par exemple, il y a l'index des prix à la consommation, et les prix des actions, par exemple, dépendent de cet index. L'index est publié une fois par mois. Et alors, si un fonds de placement réussit d'anticiper plus ou moins la direction de l'index, il y a plusieurs autres index. Il y a l'index des prix à la consommation, il y a l'index des prix de la maison, il y a l'index d'occupation, etc. Alors si, en utilisant intelligemment, dans une manière intelligente, les données du web pour pouvoir anticiper cet index, on peut spéculer sur ça et on a un avantage dans la spéculation, ce qui est naturellement le travail plus important des fonds de placement. Et naturellement, le gouvernement et les agences gouvernementales ont aussi un grand intérêt de comprendre ce qui se passe à travers une analyse des données du web. Alors, on a donc toutes ces données dans le web, hôtels, marchés, appartements, retail prices, des prix de détail, etc., les prix de tous les supermarchés. On a toutes ces informations et presque chaque entreprise, sinon chaque entreprise, on a besoin de certaines de ces informations du web. Et il serait naturellement très intéressant de les faire entrer dans le data warehouse, dans l'entrepôt de données, en plus en les ajoutant aux données qui déjà naissent dans l'entreprise même. Donc, et naturellement, on ne le veut pas faire à la main, on veut le faire automatique, en façon automatique. Donc, l'extraction des données automatiques du web est nécessaire pour faire entrer des grandes quantités de données du web intéressantes pour une certaine entreprise dans l'entrepôt de données de cette entreprise. Et naturellement, l'extraction seule ne suffit pas. Il faut aussi agréger les données, agréger les données, il faut les intégrer, il faut les nettoyer, etc. Mais ça, ce sont des techniques plus connues desquelles je ne vais pas parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de cette technique qui est moins connue, qui est pourtant très importante parce que c'est la seule technique qui nous ramène le web dans notre entreprise pratiquement et transforme par exemple toutes ces données qui sont en dehors en l'or pratiquement, en or que l'entreprise peut utiliser. Si on n'utilise pas des techniques automatiques, alors on a vraiment un goulet d'étranglement parce qu'il y a une personne qui doit observer des centaines de pages web ou des milliers même, et ce n'est presque pas possible, et prendre manuellement ces données, les copier et les encoller dans une masque qui à la fin les fait entrer dans une base de données et dans un entrepôt de données, si on veut. Quand les données sont dans l'entrepôt de données, tout le reste, ça va se passer automatiquement. On va utiliser un outil de business intelligence pour les analyser. On va créer des reports. Les reports vont être automatiquement envoyés au marketing department, au département marketing de l'entreprise.
Donc vraiment, le goulet d'étranglement, c'est comment arriver aux données intéressantes du web dans l'entrepôt de données. Comment faire entrer ces données. Maintenant, je dois dire qu'on est encore, au commencement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas encore que ça, c'est essentiel pour améliorer les décisions d'entreprise. Il y a beaucoup qui ne savent même pas que ça existe, qu'il y ait la possibilité de faire entrer ces données dans l'entreprise. Aussi, il faut dire que ce n'est pas une tâche très facile. Pourquoi n'est-elle pas facile? Et je retourne à ce que j'ai dit avant. Les gens me disent souvent, mais les données sont déjà là en forme électronique, donc où est-ce qu'il y a le problème? Non? Beaucoup de gens dans les entreprises pensent que le problème vraiment, c'est de transformer des données des senseurs ou d'une machine dans des données électroniques. Mais quand ils sont déjà là en forme électronique, où est-ce qu'il y a le problème? Malheureusement, il y a un grand problème. Il y a un problème qu'il y a vraiment un grand mur ou un abysse entre le web, entre la toile et entre les bases de données, disons, structurées, desquelles une entreprise a besoin. Parce que les données sur le web sont dans un format qui est seulement fait pour l'œil humain et pour la reconnaissance humaine, et une machine ou un logiciel ne peut pas vraiment les comprendre, ne peut pas les utiliser parce que les données, elles, ne sont pas structurées. Donc, il faut transformer des données qui sont structurées peut-être, mais structurées seulement pour l'œil humain, dans des données qui sont structurées d'une forme que la machine la puisse utiliser. C'est ça la grande tâche, et c'est une tâche pas vraiment facile, je peux dire. Et jusqu'à maintenant, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises le font partiellement, parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire complètement, le font partiellement à la main, par des personnes. Et le web wrapping, la transformation des dates de données, des données du web qui font les contenus du web accessibles à la machine électronique, c'est pratiquement un nouveau secteur de l'informatique qui est important, qui existe depuis 10 ans, peut-être 12 ans, mais qui n'est pas très encore considéré. Mais en plus, on voit que les entreprises comprennent que c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est ce wrapping? Un wrapper, c'est un programme qui peut naviguer dans le web. Il peut naviguer un site, par exemple, comprendre toutes les données, naviguer un site, insérer des données dans les formulaires pour arriver au hidden web, au web caché derrière ces formulaires, et comprendre les données, extraire les données. Donc, les données en général, elles sont en HTML ou en JavaScript peut-être, ou ils sont Flash, PDF quelquefois, mais en général en HTML. Sélectionner les données, extraire les données, structurer et annoter les données. Je dis annoter parce que pour moi, le format XML, c'est le plus intéressant. Et en XML, pratiquement, on a des données où chaque petite donnée est annotée et l'annotation nous dit ce que c'est, si c'est un prix, ou si c'est un produit, ou si c'est une marque, etc. Annoter ces données, et après, quand elles sont annotées, elles sont disponibles pour l'entreprise. Alors voilà, ici on voit par exemple une page de pneus d'un détaillant pneumatique. Ça, c'est la page faite pour l'œil et pour l'humain qui la comprend tout de suite. Mais une machine ne sait pas de quoi faire avec toutes ces données si on ne l'explique pas ce qu'elles sont. Et voilà, là on a l'XML qui est le résultat de notre extraction. Ça doit être un XML structuré. On voit qu'il y a ici un pneu, tire, qui commence, et ici l'enregistrement du pneu fini, et le pneu a une marque, un profil et un prix. Et on a laissé de part beaucoup d'autres choses, parce que par exemple, on peut s'imaginer que cette entreprise a besoin seulement de ces données. Si elle a besoin d'autres données, on peut faire un autre wrapper qui nous donne plus de données. Voilà donc, ici on voit tout de suite que de ce qu'on a besoin, ce sont des données structurées, mais ce sont aussi des données hiérarchiques, parce qu'on a une hiérarchie. Ici, la hiérarchie a seulement deux niveaux. Et là, il connaît deux objets. L'objet pneu, tire, et le sous-objet prix, etc.
ou on pourrait dire des objets avec des attributs, si on veut. Mais quand même quelque chose de très structuré, et souvent, il y a plusieurs niveaux de structuration dans les données qu'on veut extraire. Voilà ici, on voit encore comment, pratiquement, on veut structurer les données. Et ce qu'on veut pratiquement, ce qu'un humain reconnaît tout de suite, il reconnaît des patterns. Ça, c'est un pattern qui correspond à un enregistrement qu'on veut avoir après. Ça, c'est un pattern qui correspond à pneu. Ça, c'est un pattern qui correspond à brand, ça veut dire marque, et le profil ici et le prix ici. Donc, c'est un petit peu aussi la reconnaissance, le pattern recognition, la reconnaissance des patterns, non, qui est en jeu. Mais ce sont nous qui doivent instruire le programme d'extraction. À quel pattern nous intéresse ici sur cette page? Il y a différentes approches dans le passé, il y avait différentes approches de le faire. L'approche plus simple et qui vient tout de suite en esprit, c'est la programmation. Java, Perl, et il y a des langages un peu plus spécialisés, WebL, Web Language, SQL+, l'SQL qui, au lieu de travailler sur des bases de données relationnelles, travaille sur les pages web. Non, ça a été inventé. Mais c'est très difficile d'utiliser ces langages de programmation. C'est très difficile parce qu'on doit toujours regarder et avoir dans la tête la structure HTML d'une page. Les pages changent facilement, c'est compliqué, c'est très difficile de tester, etc. Donc ce n'était pas la voie juste, disons, pour programmer des repères. Après, il y avait des outils qui s'appellent des screen scrapers, que je peux traduire comme gratte-écran, non, qui grattent des données de l'écran. Ces outils n'étaient pas très sophistiqués, disons, ils n'étaient pas très, très complexes, et surtout, ils ne pouvaient pas extraire des structures complexes de données, des structures hiérarchiques. Ils pouvaient extraire une ou deux données, ou des tables peut-être, s'il y a une table, non, mais on ne pouvait pas faire ce qu'on vraiment a besoin de faire aujourd'hui si on veut vraiment utiliser des données structurées. Et après, il y a des autres approches, par exemple, Wrapper Induction, apprentissage d'adapteurs. L'apprentissage d'adapteurs, c'est l'idée que nous montrons à un programme, un logiciel d'apprentissage des pages web, et nous montrons ce qu'on veut extraire, non, et le logiciel apprend automatiquement ce qu'il doit extraire. Ça paraît d'être très intéressant, malheureusement en pratique ça fonctionne très mal. Ça fonctionne très mal pour plusieurs raisons. Premièrement, on a besoin d'une grande quantité de données. Deuxièmement, la navigation entre les pages, c'est très difficile à apprendre. Il n'y a pas un système qui vraiment peut apprendre bien la navigation, comment naviguer un site. Ce qu'il faut vraiment pour naviguer un site, c'est ou de la connaissance, ou c'est moi qui le dois dire au système. Non? Ou le système doit avoir une connaissance, mais apprendre des séquences de navigation automatiquement, c'est simplement, jusqu'à maintenant, avec les techniques qu'on connaît, support vector machines, etc., c'est pas bien. Je ne connais pas de systèmes qui le font bien. Et surtout, les systèmes qui existent d'induction de wrappers qui existent maintenant, ce sont des systèmes qui sont surtout basés sur le texte, qui veulent extraire quelque chose du texte. Alors là, ça fonctionne assez bien, mais c'est pour des autres, ce n'est pas vraiment pour avoir des données précises, c'est pour analyser des textes. Par exemple, pour comprendre s'il y a un sentiment positif ou négatif dans un texte, alors là, ça suffit assez bien, mais ce ne sont pas des données crisp, des données précises qui sortent du système, qui sont bien structurées, mais c'est pour comprendre plus ou moins, avec une certaine marge d'erreur, un sentiment. Donc, il faut des autres approches, et je vais vous parler aujourd'hui de deux types d'approches différents. Alors, ce sont les outils semi-automatiques, et ici, il y a un nom, parce que c'est une entreprise que j'ai cofondée, disons, qui est Lixto à Vienne, qui a beaucoup de clients du type que j'ai présenté avant. Ces outils sont basés sur une théorie solide de l'extraction de données. Jusqu'à il y a peut-être 12 ans, il n'y avait pas de théorie. Chacun a fait ce qu'il voulait. On ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'est
mathématiquement l'extraction des données. Pendant l'extraction, on peut utiliser des connaissances, ou la connaissance qui est utilisée pour l'extraction est présentée en forme modulaire. Donc, si on veut extraire une certaine partie d'une page qui ne change pas, et si une autre partie de la page change, on a seulement besoin de changer un petit morceau du programme et pas tout le programme. Donc, c'est une extraction modulaire. Elle est facile à utiliser et il y a des produits commerciaux depuis le 2002, disons. Et la seconde partie, c'est un projet de recherche actuel. J'en vais parler un peu moins parce que c'est encore en cours, mais je vais vous faire voir ce qu'on peut déjà faire. C'est l'extraction totalement automatique, naturellement pas sur le web complet, mais sur un secteur précis du web, comme par exemple le secteur immobilier ou les restaurants ou les automobiles usées, etc. Alors, dans un secteur, on réussit aujourd'hui, et nous l'avons démontré déjà avec un projet, qu'on réussit d'extraire des données assez bien, très bien même, de la toile. On connaît ça de Google, mais Google le fait seulement dans le secteur de news, des nouvelles. Google News extrait automatiquement les nouvelles, mais je dois dire, les données là sont assez faciles à extraire parce que les nouvelles, ça veut dire il y a un titre, il y a peut-être un petit abstrait, un petit sous-titre, et il y a la nouvelle même. Donc il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de connaissances qu'il faut pour faire ça. Ils le font assez bien, je dois dire. Et ça, c'était le seul exemple où vraiment ça fonctionnait jusqu'à maintenant. Mais maintenant, je vais vous faire voir que ça fonctionne aussi dans des autres domaines. Alors, maintenant, avant de passer aux applications, passons aux fondements logiques et théoriques de l'extraction de l'information. La première chose à noter, c'est que les documents web, ce sont des arbres. C'est clair, HTML et même XML, surtout XML, mais HTML de même, sont des langages context-free, des langages algébriques. Je mets une petite étoile parce qu'on peut discuter exactement si ce sont exactement des langages algébriques ou s'il y a des petits trucs en plus. Mais en général, ce sont des langages similaires à des langages algébriques. Et un morceau, une parole, disons, dans un langage algébrique peut être représenté par l'arbre syntaxique. Donc ici, nous voyons, ça c'est une page web représentée par son arbre. Et qu'est-ce l'extraction? L'extraction, c'est un extracteur, un wrapper pratiquement, réalise une fonction qui prend un arbre et produit des sous-arbres. Et ces sous-arbres sont spéciaux parce que ceux qu'on voit sur le web, ce sont seulement les feuilles de l'arbre. La vraie information, le contenu qu'on voit, ce sont les feuilles, ce sont pratiquement les feuilles qui sont des textes ou des couleurs, etc. Des textes en couleur, des paroles. Non? Et le reste, l'intérieur de l'arbre, c'est la structure. Mais nous, on est très intéressés à la structure parce que la structure révèle beaucoup dans une page web. Alors, pratiquement, un wrapper, mathématiquement, c'est seulement une fonction qui prend un arbre et qui produit des sous-arbres. Les sous-arbres avec une propriété spéciale, la propriété que les sous-arbres doivent avoir, ils doivent aller jusqu'au fond. Si je prends un sous-arbre, il a une nouvelle racine, mais les feuilles doivent être des feuilles qui sont des feuilles originales dans le document web duquel j'extrais. Donc, ce ne sont pas des sous-arbres qui sont, par exemple, qui se terminent ici, par exemple. Non? Et c'est clair pourquoi? Parce qu'on veut naturellement extraire quelque chose qui est visible sur la page web. Donc, un wrapper, c'est simplement une fonction qui prend des arbres et qui restitue un ensemble d'arbres tel que cet ensemble qu'il restitue ce sont des sous-arbres spéciaux de l'arbre original. Mais ce n'est pas exactement le point de vue que je vais prendre. Je vais prendre un point de vue équivalent qui est un point de vue logique sur les wrappers. On peut les définir aussi on peut définir la logique des wrappers. Un wrapper, pratiquement, définit un prédicat monadique P qui devient vrai sur les nœuds que je veux extraire, ou simplement qui devient vrai
sur les racines, dans les racines des sous-arbres que je veux extraire. D'accord? C'est la même chose. Je peux simplement marquer les racines des sous-arbres que je veux extraire par un prédicat P qui devient true, qui devient vrai, exactement sur ces points-là. C'est la même chose, simplement c'est plus logique. Donc ici, on a une page web, c'est ma page autrichienne, qui existe toujours. Et même si moi, je suis à Oxford et Christophe Koch est allé à Lausanne, mais nous sommes toujours tous les deux affiliés à Vienne, donc je peux toujours utiliser cet exemple. On veut extraire, par exemple, si on veut extraire toute cette partie ici, alors le prédicat P devient true, devient vrai sur ce nœud qui s'appelle table. Non? Et avec ça, on peut indiquer on est intéressé à ce sous-arbre qui va jusqu'aux feuilles. Si on veut extraire seulement les noms des employés ici dans cette liste, alors exactement ces nœuds, il y a un autre prédicat qui devient vrai sur ces deux nœuds-là. Équivalentement, on pourrait faire tout ça true, tout ce qui est en bas, mais c'est la même chose pratiquement. Si on veut extraire, par exemple, les numéros de téléphone, ce sont ces deux nœuds, c'est un autre prédicat qu'on pourrait appeler téléphone, et le prédicat il est faux sur tous les nœuds, except sur les racines des sous-arbres qui exactement me donnent cette information-là ou qui se visualisent dans ce mode-là. Donc ici, on a l'HTML, la partie de l'HTML, ici on a l'arbre, et ici on a la visualisation. Et vous voyez la correspondance, et on peut exactement donc définir un wrapper par peut-être un ensemble de prédicats, parce qu'on veut extraire plusieurs choses, et pour chaque chose qu'on veut extraire, on peut avoir un prédicat, et ça c'est la définition plus simple. Alors maintenant qu'on sait que d'écrire des wrappers, décrire des wrappers, ça veut dire pratiquement définir des prédicats monadiques. Passons à la logique. Quelle est la logique qui nous permet, dans le mode meilleur, de définir des prédicats monadiques? C'est la logique monadique du second ordre, MSO, Monadic Second Order Logic. La logique monadique du second ordre, c'est pour nous la mesure de ce qui est faisable, disons, qui est intéressant pour définir des prédicats monadiques. Alors, MSO, pourquoi c'est intéressant? Parce que je dis que cette logique exprime exactement l'essence de l'extraction des données. Elle peut définir des ensembles de nœuds d'un document. Et nous voyons tout de suite cette notion d'ensemble est très importante. Et manipuler des ensembles, c'est beaucoup mieux dans une logique du second ordre que dans une logique du premier ordre. Non? Elle a été très bien, cette logique a été très bien étudiée. On a étudié, par exemple, premièrement, la sémantique. C'est comme le professeur Abitpoul a dit avant, la sémantique du datalog, ça vient de soi pratiquement, parce que d'une règle datalog, ça vient de soi parce qu'elle est déjà en logique. Non? Et la logique du second ordre, elle est déjà une logique, donc il ne faut même pas la traduire en logique, trouver une sémantique logique, c'est déjà, la sémantique est claire. Ça a une théorie de modèle très très claire, on sait ce que ça veut dire. Donc ça a une logique parfaite, une sémantique logique parfaite, parce que c'est de la logique même. Ça a un grand pouvoir expressif, parce qu'on a démontré, et je vais faire voir ça aussi dans le prochain transparent, que cette logique a le pouvoir expressif des automates à arbre, pratiquement. Tout ce qu'on peut exprimer avec des automates à arbre qui peuvent naviguer un arbre, peut être exprimé dans cette logique. Et, troisièmement, la complexité de données est basse. Qu'est-ce que ça veut dire la complexité de données? Si j'ai une formule fixe dans la logique monadique du second ordre, fixe, et si je veux évaluer cette formule sur des documents qui deviennent assez grands, ce qui se passe maintenant, parce que maintenant on n'a pas seulement des documents web, mais on a des documents qui sont interconnectés avec des pointeurs, etc. Donc en tout, ça peut devenir très grand. La complexité est toujours polynomiale. Mais il faut dire, c'est seulement la data complexity. Quant à la query complexity, si les requêtes
deviennent grandes, alors c'est terrible. C'est pluri-exponentiel. Donc, en termes pratiques, on peut dire un mauvais passage à l'échelle. Hein? C'est un très mauvais passage à l'échelle si les rappeurs deviennent grands, croissent. Et il y a un autre défait, il y a un autre défaut, pardon. Il y a un autre défaut. Naturellement, la logique monadique de second ordre est difficile à utiliser pour un programmeur. Pas pour nous, en général, mais pour les gens qui ne sont pas intéressés à la théorie, c'est difficile à utiliser. Alors là, sur ces transparents, je ne vais pas entrer dans les détails, je veux seulement vous souligner qu'il y a une théorie très, très intéressante et très importante aussi sur la logique monadique du second ordre, très riche, qui commence dans les années 60 du dernier siècle, avec Bucci. MSO est égal, sur les chaînes de caractères, la logique monadique du second ordre est égale au langage régulier, c'est-à-dire le langage algébrique. Thatcher et Wright l'ont généralisé sur les arbres bornés. Bruggemann, Klein, Wood et Murata ont généralisé ce résultat, qui est toujours le même résultat, en fond, sur les arbres non bornés, etc., etc. Et ça finit avec le théorème de Courcelle, qui est un théorème fantastique, qui dit que même sur les structures qui ne sont pas vraiment des arbres, mais qui ont une largeur à arbre, tree width, qui sont similaires à des arbres, la logique monadique du second ordre est très effective parce qu'elle peut être évaluée en temps linéaire, même, non? Des formules fixes. Donc c'est le temps linéaire, plus que seulement polynomial, mieux que polynomial, c'est linéaire si on a des formules fixes. Alors, comment peut-on appliquer maintenant cette logique aux arbres? Premièrement, il faudrait bien représenter un arbre un peu mieux que comme ça. Alors, on va représenter un arbre borné avec deux prédicats binaires, un prédicat first child, premier enfant, et next sibling, prochain frère. Non? Prochain frère. Et donc, chaque nœud a seulement au plus deux successeurs. Non? Et on va travailler avec cette signature, avec une relation first child, une relation next sibling. On a aussi une relation root monadique qui est vraie seulement sur la racine de l'arbre. On a une relation label, on a plusieurs relations pour chaque possibilité d'avoir une étiquette, d'étiqueter un nœud en HTML. On va inventer, on va utiliser, disons, une relation label qui devient true, qui devient vrai seulement sur ce nœud s'il est étiqueté, par exemple, TD ou H1 ou quoi. H1, celui-là. Et on a une relation qui s'appelle leaf, feuille, qui me pointe aux feuilles de l'arbre. Et maintenant, je vais vous donner un exemple facile, mais quand même pas trop banal, d'une formule de la logique du second ordre, seulement pour faire voir comment on écrit ces formules. Alors ça doit être une formule qui m'extrait d'un arbre binaire tous les sous-arbres, les racines des sous-arbres qui ont un numéro impair, un nombre impair de feuilles. Non? Donc on peut dire, ici cette variable U est une variable libre, et S est l'ensemble des solutions. Alors SU, ça veut simplement dire restitue-moi, c'est une convention pour dire je veux que cette formule me restitue tous les U qui sont dans l'ensemble S. Okay? Donc là, c'est peut-être pas complètement standard, mais normalement on dit qu'une formule est fermée si toutes les variables sont quantifiées. S'il y a des variables libres comme cette U, ça veut dire que ce sont ces variables, les valeurs pour lesquelles ces variables sont vraies, comment peut-on dire, substitutions de ces variables avec des nœuds de l'arbre pour lesquels ce sont vrais, qui sont restitués de cette formule. Alors, maintenant, on entre vraiment dans la formule, on dit si un nœud est une feuille, alors le nœud, effectivement, est un sous-arbre avec seulement un nombre impair de feuilles. Parce que si le nœud est une feuille, la feuille même est un sous-arbre avec une feuille seulement, un et un impair, donc on le prend dans la formule.
Et pour chaque x, y, z, si y est le premier enfant de x, donc par exemple ça pourrait être y, et si z est le prochain enfant, le next sibling de y, et on a seulement des arbres binaires pour la simplicité ici, hein. C'est seulement assumer des nombres binaires. Donc si y et z sont les deux enfants de x, si un des deux est dans la solution et l'autre pas, ça veut dire un a un nombre impair de feuilles et l'autre est la racine d'un arbre avec un nombre pair de feuilles, dans n'importe quel ordre, alors de nouveau on a un nombre impair. Non? Donc S de x, c'est équivalent, même on peut dire que c'est équivalent à dire qu'un doit être dans la solution et l'autre ne doit pas être dans la solution. Parce qu'autrement, si les deux sont pairs ou les deux sont impairs, on a un nombre pair au pair, hein, aux parents, aux deux parents. Non, donc c'est clair ce que ça veut dire. Ce n'est pas facile de formuler une chose comme ça, naturellement, pour un programmeur, mais en général, c'est déjà une tâche assez difficile de wrapping. Et on peut voir immédiatement que ça peut être réalisé avec un automate à arbre. Un automate à arbre, en général, il y en a beaucoup, on peut les définir dans beaucoup de façons, mais la définition originale, c'est que ça commence à la racine et c'est dans un certain état, que c'est l'état jaune ici, et les états se vont déplacer, disons, se vont déplacer aux enfants, et ça reste encore dans l'état jaune, mais ici on est déjà à un leaf, et on va réaliser ça. On dit, si on est arrivé à une feuille, l'automate le sait, et il va se transformer, l'état ici à la feuille va se transformer en vert, ça veut dire on le prend dans l'ensemble de la solution. Non? Tandis qu'ici, on va continuer vers les feuilles, on continue. Maintenant, on a 3 feuilles déjà ici qui se vont transformer en vert. Non? Et ici, on a 2 feuilles jaunes qui deviennent vertes aussi. Alors là, 2 verts, le parent de 2, et vous voyez ces petits cercles, ça veut dire qu'on retient l'élément parce qu'il était une fois vert. Alors, se retenir l'élément, ça veut dire la variable libre, par exemple, ici. Hein? Ça correspond à... on fait un petit cercle vert parce qu'on retient ces éléments. Et là, ça devient rouge parce que ce sont 2 impairs et c'est pair. Rouge et vert, vert. On remonte l'arbre pratiquement avec des règles. Et on peut définir ça très bien avec des règles. On remonte l'arbre et à la racine, on est rouge, par exemple. Mais on a retenu certains nœuds qui sont les ensembles de la solution S. Donc ça, c'est pour expliquer comment fonctionne la logique du second ordre. Ce n'est pas tellement difficile en réalité, non, si on comprend bien la logique. Donc, pour l'extraction de données, je dirais qu'il n'y a pas 7, il y a 4 cieux. Hein. Le ciel plus haut, c'est celui du logicien, qui est content d'avoir un instrument pour pouvoir extraire de l'information. C'est MSO, Monadic Second Order Logic. Naturellement, on peut extraire beaucoup de choses pratiques aussi avec MSO, pas seulement des choses qui se définissent avec pair et impair. Mais naturellement, il faut descendre jusqu'à la Terre. Alors le prochain ciel, qui est un peu déjà moins théorique, c'est le ciel du théoricien des bases de données, le ciel du professeur Serge Abitboul, donc il y a un logicien aussi, hein. Où on a besoin où on veut avoir des langages de programmation, mais à très haut niveau, qui ressemblent encore à la logique. Et par exemple, on veut avoir le datalog. Alors ici, on a pratiquement regardé comment peut-on transformer cette logique du second ordre, qui est assez difficile à comprendre, dans un langage qui est utile et en même temps ressemble encore à la logique, qui est encore pratiquement un langage logique. Et on utilise le datalog monadique. Alors, qu'est-ce que c'est le datalog monadique? Le datalog monadique, c'est une restriction du datalog dans laquelle je ne peux pas définir des relations binaires ou ternaires, etc., mais seulement des relations, des ensembles, pratiquement. Non? Et c'est exactement ça duquel on a besoin. C'est exactement ça ce que la logique monadique de second ordre fait, des ensembles de nœuds dans un document. Non? Donc, les têtes de ces règles
Ces règles peuvent avoir des prédicats définis qui existent dans la base de données extensionnelle, qui sont ternaires, etc., binaires, mais les prédicats qu'on définit avec ce datalog doivent être seulement monadiques, ça veut dire qu'ils doivent avoir seulement un argument et donc définir un ensemble. Okay? Comme on a fait ça, mais on a vu que naturellement, ce n'est pas suffisant pour la pratique, pour le monde réel. On a aussi besoin de certaines fonctions. Par exemple, si une page web pointe à une autre, il faut déréférencier ce pointeur, il faut attacher un sous-arbre à un arbre, etc. On a aussi besoin d'autres choses. On a besoin aussi de prédicats pour la structure. Si on veut structurer les données, on veut dire ça c'est un sous, ce nœud est en dessous, ça c'est un pneu. Cet enregistrement où ce nœud représente un pneu, et ça c'est un sous-nœud de ce nœud. C'est le prix de ce pneu. Non? Il faudrait les mettre quand même, il faudrait quand même quelque chose de binaire qui n'est pas très intéressant du point de vue mathématique, mais on veut retenir aussi quelque chose de binaire à la fin. Et donc il faut l'extendre un petit peu ce langage. Et donc maintenant on est dans le ciel des programmeurs des bases de données, le Database Programming Heaven. Et maintenant, ici, on a créé un langage qui s'appelle ELOG, qui est un surensemble propre même du Monadic Datalog, non? Avec lequel on peut faire un peu plus de choses qui sont utiles pour la vie pratique. Et maintenant, pour les gens qui veulent vraiment faire des applications, ça ne suffit pas encore, parce qu'ils ne veulent pas programmer en programmation logique. C'est pour ça que la programmation logique, malheureusement, même si pour nous, pour la plupart des gens intéressés scientifiquement à l'informatique, est très intéressante, pour les gens pratiques, ça n'a pas eu beaucoup de succès, comme Serge a dit déjà, comme le professeur Abitboul nous a déjà dit. Pour beaucoup d'années, on n'a pas utilisé la programmation logique. Pourquoi ne l'a-t-on pas utilisée? Parce que probablement, dans notre cerveau, la programmation plus facile à comprendre, c'est celle procédurale. Et écrire des règles, même en datalog, qui est un langage assez facile, n'est pas très facile pour l'utilisateur final qui veut faire ou pour le programmateur final qui veut faire une application. Donc c'est beaucoup mieux que le datalog existe, par exemple, dans un routeur où des spécialistes le regardent, mais ce n'est pas pour l'entreprise, pour des milliers de programmeurs dans les entreprises, pour le moment. Peut-être ça va changer, mais jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Donc, on veut utiliser ce datalog, mais comme langage interne, et on veut le programmer dans une manière visuelle, par exemple en cliquant sur des objets et en généralisant ces clics, etc. Et comme ça, on évite que les gens doivent programmer en datalog. Et donc, à la fin, dans le monde réel, on veut avoir un produit une suite de produits de logiciels qui nous permet agréablement de programmer des wrappers. Alors, très vite, je vais seulement faire voir pourquoi le Monadic Datalog est utile ici, peut être utile pour définir ce qu'on veut extraire d'un arbre. Maintenant, c'est un exemple plus pratique, c'est moins, disons, théorique que l'exemple des sous-arbres avec le nombre impair de feuilles. Par exemple, ici, si on veut extraire ces entry, on peut définir un nœud de cet arbre, on peut l'appeler entry. Hein? Je ne sais pas, on le définit entry. On peut simplement maintenant, ici, placer la chaîne de navigation à ce nœud. Jusqu'à ce nœud. First child R, root R, on commence par la racine. Il y a seulement un nœud où root est true, non, la racine est vraie. Et maintenant, on va first child R ou, etc. Et là, on peut mettre aussi les labels si on veut. Si on ne veut pas, on peut les laisser aussi parce qu'on va toujours arriver ici. Alors, ça dépend maintenant de la stabilité du wrapper, combien d'informations on veut mettre. Non? On peut aussi faire un programme récursif qui dit va au prochain nœud qui s'appelle TR. Alors, on peut faire pratiquement tout ce qu'on peut faire dans XPath. On peut le faire en datalog. On peut définir tous les prédicats, ou presque tous les prédicats de XPath, tous ceux qui sont utiles ici pour le wrapping, et pour arriver à des nœuds. Et maintenant, ici, vous voyez
une règle récursive. Si y est une entry, alors aussi le next sibling x de y doit aussi être une entry. Non? Et comme ça, d'un coup, avec cette règle, je prends tous les frères de ce nœud. Dans ce cas, il y a seulement 2 frères, mais dans un document, ici, vous voyez, par exemple, il y a 3 frères. C'est un arbre pas borné en général, non? Donc il peut y avoir plusieurs frères. Il est représenté avec next sibling et first child par un arbre borné. Et avec cette règle, on peut aller à visiter tous les voisins du même, tous les frères pratiquement d'un nœud. Après, on peut définir maintenant. Rappelez-vous qu'on avait ici le nom et le email et le numéro de téléphone dans notre document. Maintenant, je peux définir le premier enfant de entry et le nom d'une personne. Le second, c'est le mail, et le troisième, c'est le téléphone, et on le définit avec ces règles. Non? Donc, c'est assez facile et vous voyez que c'est un bon langage pour manipuler des arbres. Naturellement, au lieu de ça, on pourrait mettre des choses plus compactes, comme par exemple une ligne du langage XPath, mais XPath peut être résolu en datalog, non, monadique. Donc, c'est la même chose. En effet, on utilise XPath pour ces choses et pas ces suites longues, non, pour arriver au nœud. Mais ça, c'est seulement pour faire voir que le datalog simple nous peut extraire des choses. OK, le datalog monadique est aussi utile pour des requêtes sur les documents XML. Ici, vous avez une base de données XML de papier, par exemple, et si on veut écrire une requête qu'on pourrait aussi formuler en XPath, qui dit « Select les titres des articles écrits par Chandra et Merlin », on peut dire, premièrement, on définit avec des règles récursives ce que c'est un papier. Alors, on commence de nouveau de la route, et on dit le premier enfant de la route, c'est un papier, et tous les frères de papier sont aussi un papier. Les next siblings sont des papiers, donc une règle récursive. Et après, on descend de chaque papier à l'auteur et on regarde si le premier auteur est étiqueté Chandra et le second auteur est étiqueté Merlin. Et si c'est vrai, alors on va restituer le titre du papier. D'accord? Donc, je vais seulement faire voir que le datalog monadique, c'est aussi un langage d'interrogation qui peut être utilisé à l'XML. Quelle est la puissance expressive du datalog monadique? Ce qu'on savait déjà, que le datalog monadique, c'est inclus dans un fragment, dans le fragment pi1 de MSO. C'est le fragment universel monadique, non, de MSO, parce que pratiquement, on peut dire le datalog monadique, c'est l'intersection de tous les modèles. Alors, si on on peut quantifier universellement sur tous les modèles, mais les modèles ici, ce sont les ensembles pratiquement, et on peut faire l'intersection de tous les modèles qui nous donne le résultat, le point fixe qu'on veut. Comme a dit Serge Abitpoul, c'est l'intersection de tous les possibles modèles de ce programme. Et l'intersection, ça veut dire pour tout. C'est ce qui est présent en tout. C'est pour ça qu'on a le πy1, ça veut dire le quantificateur, le fragment quantifié universellement. On savait aussi que, et Serge Abitpoul l'a dit, que le datalog complet avec, je dois dire, dans la présence de l'ordre, je vais pas, si on a un ordre sur les constantes, est égal on peut exprimer toutes les requêtes polynomiales avec le datalog. Complet, pas monadique. Maintenant, notre résultat de 2002, sur les arbres, le datalog monadique est égal à MSO. Donc, ça veut dire que c'est un bon langage, parce on voulait exprimer tout MSO, on a un langage beaucoup plus simple, et on peut exprimer tout MSO avec ça. Et plus précisément, le résultat se peut définir comme ça, se peut dire et dénoncer comme ça. Une requête unaire qui restitue seulement des ensembles et pas des relations. Une requête unaire peut être définie en MSO
en logique monadique de second ordre, si et seulement si, elle peut être définie dans monadique datalogue, avec un programme datalogue monadique. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant, on a un langage très simple avec lequel on peut faire beaucoup, tout exactement ce que l'on veut. Maintenant, quelle est la complexité? La complexité est beaucoup mieux que la complexité de la logique monadique de second ordre. Le datalogue monadique sur les arbres a la complexité combinée, ça veut dire si tous les deux sont en entrée, soit l'arbre que la requête, tous les deux sont en entrée, on appelle ça la complexité combinée, ordre de taille de l'arbre, taille des données. Les données, c'est l'arbre, non? C'est l'arbre HTML. Multiplié par taille de la requête, donc taille du programme datalogue. Ça, c'est un résultat qui nous démontre qu'il est très efficient et effectif de procéder, d'évaluer des programmes datalogue monadiques sur les arbres. Maintenant, ça semble peut-être paradoxe parce que j'ai dit que MSO, ça a une très grande complexité. MSO exprime la même chose que datalogue. Datalogue a une très petite monadique. Datalogue monadique a une très petite complexité. Comment ça se fait? Simplement que des requêtes très compliquées peuvent être représentées dans un mode très succinct en logique monadique. Et pour écrire la même requête, j'ai besoin d'une place exponentielle, non? D'une longueur exponentielle, pour la même requête en datalogue plus moins. Mais ça ne nous fait rien parce qu'on a vu en pratique que les requêtes qui sont signifiantes, qui sont importantes pour l'extraction de données, quand même sont assez petites. Donc seulement des requêtes très mathématiques, disons, qui n'ont pas beaucoup sont pas très importantes dans les applications de monadique de second ordre, sont vraiment beaucoup plus petites qu'en datalogue. Mais ces requêtes-là, on ne les utilise pas quand même dans la pratique. Et on peut le démontrer aussi. Alors, je vais vous donner la démonstration de ce théorème, parce qu'elle est très très facile, parce on a pu utiliser un des théorèmes déjà existants. Vraiment, le théorème, la complexité, c'est P complet et c'est temps linéaire. Temps linéaire, si la query est fixée, sinon c'est quadratique. Si on fixe la requête, alors c'est linéaire, clairement, non? Ça, c'est la complexité des données. Alors, la démonstration de ces résultats, on prend un programme monadique de datalogue et on prend un arbre en entrée et on veut transformer ce programme datalogue dans un programme ground, instancié avec les constantes de l'arbre, où il n'y a plus de variables. Ground, ça veut dire instancié, le programme est pratiquement transformé dans un programme propositionnel qui n'a plus de variables du premier ordre. Alors, quand on veut faire ça, alors, le résultat, c'est que nous sommes capables de transformer ce programme monadique datalogue avec des variables dans un programme ground, qui est un programme purement propositionnel et qui pratiquement instancie toutes les variables dans toutes les possibles manières avec des constantes. Et donc, c'est avec les constantes de l'arbre, les nœuds de l'arbre. Et donc, ce programme propositionnel est équivalent. On réussit à le faire en temps linéaire. Au lieu de le faire, normalement c'est exponentiel, mais nous on peut le faire en temps linéaire. Alors comment ça se fait qu'on puisse le faire en temps linéaire? Qu'on puisse pas seulement en temps, aussi en espace, le programme résultant ground est linéaire. Comment peut-on le faire? Et le secret, c'est que si on regarde par exemple les atomes binaires qui déjà doivent donner lieu à un remplacement quadratique, non? Parce que je peux remplacer x et y par n'importe quelle constante. On n'a pas besoin de prendre n'importe quelle combinaison. On prend seulement les combinaisons qui ont du sens. Parce que si chaque x dans l'arbre a seulement un x-sibling, il y a une dépendance fonctionnelle ici. Non? Et on peut utiliser cette dépendance fonctionnelle. On remplace x par chaque constante et y est déterminé. D'accord? Et si y n'existe pas, alors, parce qu'on a le dernier frère d'un nœud, alors on ne le prend pas parce que ce next sibling n'existe pas en pratique dans cet arbre. Non?
Alors ça, c'est un des deux trucs. L'autre truc, c'est un des trois trucs qu'on utilise. L'autre truc, c'est que, mais maintenant, on peut quand même avoir deux prédicats ici, non? Q de x et R de y. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De nouveau, ça doit donner lieu à une chose quadratique, et nous, on veut seulement avoir un remplacement linéaire. Non, parce que je peux remplacer x par n'importe quelle constante, y par n'importe quelle constante, non? Donc, quadratique, et si j'en ai 5, c'est à la 5. Si la règle est grande, ça devient exponentiel. Mais comment peut-on éviter ça? Je vois qu'il y a seulement une variable dans la tête. Et les autres variables, étant donné que c'est le datalog monadique, elles ne peuvent pas interagir. Ce Q de x ne peut pas interagir, ce P de x, Q de x, ce R de y ne peut pas interagir avec le x. Non? Donc on peut dire, pour n'importe quel y, cette règle devient vraie, se déclenche, peut-on dire ça? Pour n'importe quel y, s'il y a un y, ça veut seulement dire qu'il existe un y, mais l'y n'a aucun rôle dans le reste de la règle. D'accord? Donc je peux simplement remplacer ce R de y par un atome propositionnel et je fais une seconde règle qui me dit R si R de n'importe quel y. D'accord? Et donc je peux éliminer toutes les autres variables et seulement la variable qui est dans la tête reste et les variables qui sont liées à la tête par des next siblings ou qui sont liées à la tête avec des next siblings. Le reste, les autres variables, je peux simplement les éliminer. D'accord? Et on peut faire ça aussi pour les autres y. S'il y a des next siblings, on peut les éliminer pratiquement. Et ce qu'on reçoit maintenant, c'est un programme linéaire. Disons, si mon programme datalog est fixe, ce que je reçois, c'est un programme linéaire. Sinon, disons, le programme résultant, c'est l'arbre du document multiplié par le programme originel, le programme datalog. Et le programme résultant, c'est un programme équivalent à un programme ground, parce que j'ai remplacé toutes les variables par des constantes. Et maintenant, j'utilise des résultats bien connus que de Berry-Bernstein, Dowling et Gallier et Minou, pratiquement en parallèle. Berry-Bernstein et Dowling et Gallier, ils ont démontré ça en parallèle, et Minou, il a amélioré l'algorithme. Des algorithmes linéaires pour évaluer des programmes ground. Et en combinant, premièrement, le premier pas, c'est la première transformation génère un programme ground en temps linéaire. La seconde l'exécute en temps linéaire. En composant ces deux processus linéaires, je reçois quand même un processus linéaire. Si le programme est fixe, sinon c'est carré. D'accord. Maintenant, on a très vite, ça c'est le langage ELOG duquel j'ai parlé avant, on a plusieurs prédicats qui nous aident, mais qui ne sont pas très intéressants du point de vue mathématique. On peut dire qu'un nœud est après un nœud est avant un nœud est un sous-élément d'un autre nœud, c'est-à-dire prix, c'est sous-éléments de pneus, chaque pneu a un prix, marque, c'est sous-éléments de pneus, etc. Donc on a plusieurs faits, on a aussi la négation stratifiée que le professeur Abitboul a déjà expliqué dans ELOG, etc. Pour simplement vous faire voir que c'est vraiment très facile d'écrire un wrapper, le wrapper pour ce programme qui extrait de eBay, qui extrait d'une page eBay de l'information des données structurées, ça c'est le programme pratiquement. Non? Et ce programme est assez modulaire maintenant parce que si par exemple la position du prix change, je peux changer cette règle et je ne dois pas changer tout le programme. Et pratiquement à tous les objets qui sont présents sur cette page web correspondent des règles et des prédicats bien définis. Et il y a aussi des prédicats intermédiaires qui définissent des choses. Je ne veux pas entrer, pour la manquance de temps, je ne veux pas entrer, le manque de temps, je ne veux pas entrer dans les détails. Ce n'est pas tellement intéressant non plus. Maintenant, on a un outil qui peut visuellement générer ces wrappers.
et peut-être je vais vous donner très vite une démonstration de cet outil. Je veux aussi dire qu'un wrapper en général n'est pas suffisant. On a beaucoup de wrappers pour, par exemple, plusieurs pages web, plusieurs sites web, plusieurs concurrents, et il faut naturellement intégrer les données. Et là, on a un autre instrument qui est un instrument graphique. Par exemple, cet instrument intègre des données qui proviennent de plusieurs aéroports, l'aéroport de Francfort et de Vienne, et on peut définir comment ils sont intégrés avec un autre outil pratiquement qui met ensemble les flux de données qui arrivent de différents wrappers. Chaque wrapper pratiquement est une séquence de données, un stream de données, et il faut manipuler ces streams, mais il faut les mettre ensemble, etc., les unifier, et on peut le faire. Maintenant, ici, on a une petite démonstration. Je ne vais peut-être pas faire tout, de l'outil pour créer un wrapper. Là, on peut commencer un nouveau projet pour créer un wrapper. Maintenant, ce bouton, ça veut dire, de ce moment-là, le wrapper se rappelle la navigation jusqu'à une page où on commence à avoir des données. Pour naviguer, il faut remplir des formulaires. Non? Alors maintenant, on remplit les formulaires. Naturellement, là, l'utilisateur peut mettre Paris, mais après, on peut généraliser ça. On peut mettre fait ça avec toutes les villes, par exemple. On peut paramétriser ces entrées, disons. Non? Maintenant, on a une séquence de navigation. Et maintenant, je peux dire que je suis arrivé à la page de laquelle je veux extraire les données. Je peux définir ce que je veux. Alors, je définis un schéma XML dans lequel je veux que les données soient mises dedans. Ça, c'est le hotel name, hotel address, room capacity, etc. Donc, c'est structuré. Maintenant, la chose intéressante, que le code postal n'est pas ici. Il faut le prendre d'un link de notre page sur lequel pointe cette page. Maintenant, je commence à définir qu'est-ce que c'est qu'un hôtel ici. Alors, au commencement, c'est toute la page que le wrapper prend. Maintenant, avec des clics, je vais prendre un hôtel. On va cliquer, on va élargir, par exemple, ce clic. Et maintenant, j'ai défini ce que c'est un hôtel. Maintenant, j'écris « Généralise-moi ce clic », ça, et le système généralise. Naturellement, ce sont des heuristiques qu'on utilise ici pour la généralisation, qui peuvent être corrigées, comme on voit. Ils ont compris... Il y a 35 concurrences, mais il y a seulement 20 hôtels, donc il faut mettre quelque chose de plus pour restreindre cette extraction. Et on dit qu'il faut y ait une image. Every hotel has at least an image with the hotel name. Il y a une image proche du nom, et on peut dire ça en plus. Et maintenant, on a exactement 20 hôtels. Et maintenant, dans l'hôtel, hiérarchiquement, on peut maintenant cliquer sur les objets et définir ce qu'on veut extraire. Et chaque fois que je clique sur un objet et que je généralise, je définis pratiquement un prédicat monadique. C'est ça. Donc, on a une programmation complètement visible du datalog monadique. Maintenant, les catégories des prix, on clique là-dessus. Et de nouveau, on va sélectionner un exemple. On va généraliser à l'interne d'un seul... enregistrement, et automatiquement, il trouve les mêmes choses dans les autres enregistrements. Donc, c'est un outil extrêmement commode, disons, pour définir des règles, et le programmeur n'a pas besoin de connaître le datalog monadique, il fait tout ça en graphique. Alors maintenant, peut-être, je vais aller à la fin, parce que je vais vous faire voir encore des autres choses. Alors, le output, où est-ce que c'est? Voilà. Et ça, c'est ce que le programme a extrait. Et ça, c'est l'XML en format XML. C'est tout l'XML. Ce sont tous les hôtels de Paris, par exemple. On peut les avoir avec un très petit programme, les extraire de ce site. Naturellement, il y a des problèmes. Il y a un problème légal, des problèmes légaux, non? Parce que mais ça, c'est la responsabilité de ce qui le fait. Quelquefois, ça existe, quelquefois, ça n'existe pas. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas un juge et je ne suis pas un avocat. Donc, ça reste
Nous, on fait seulement des instruments, comme les personnes qui font des couteaux. On ne peut pas savoir ce qu'une autre personne fait avec un couteau qu'on lui fournit. D'accord? Maintenant, on va passer au dernier point de ce séminaire. Je vais vous parler brièvement de mon projet actuel, le projet Diadème, qui maintenant s'intéresse à l'extraction complètement automatique, où il ne faut même pas qu'un utilisateur humain décrit visuellement ce qu'on veut extraire, mais où le programme sait déjà ce qu'il doit extraire parce qu'il a des règles logiques déjà qui, sur un certain domaine, lui permettent de comprendre des pages web. Et ça, c'est un projet ERC, du même type que le projet WebDAM du professeur Abitboul. J'ai commencé 2 ans avec ce projet, on a déjà beaucoup de résultats. Donc, pratiquement, ce qu'on veut faire d'un certain domaine, comme le domaine, par exemple, on a commencé avec le domaine immobilier, parce qu'on a dit, en Angleterre, il y a 17 000 agences immobilières. On ne pourrait jamais rapper ça avec des rappers faits à main, parce que faire 17 000 rappers, c'est vraiment un grand travail, c'est très cher. Et donc, on voulait avoir une méthode complètement automatique pour arriver à tous les prix de toutes les maisons en vente ou en Angleterre. Alors là, on a par exemple un certain domaine d'application qui, dans ce cas-là, c'est l'application, ce sont les agences immobilières. Mais un autre domaine d'application peuvent être par exemple les restaurants où on veut savoir quel est le plat du jour. Parce que Google ne peut pas donner le plat du jour. C'est impossible de savoir le plat du jour d'un restaurant. Parce que Google ne comprend pas les pages web. Il ne peut pas savoir si un plat est dans les plats du jour ou pas. Non? Et il y a beaucoup d'autres applications, comme vous pouvez imaginer. Mais, alors, on veut avoir une boîte noire à laquelle on fournit un URL d'un site web, et ce URL vient automatiquement explorer et naviguer jusqu'à trouver les données utiles et les restituer en XML. Voilà, le output, c'est XML. Non? Et si on fait ça avec toutes les agences, et si on a le même schéma, on peut avoir une base de données avec tous les appartements de l'Angleterre ou de l'Amérique ou de n'importe quoi. Naturellement, il y a beaucoup de difficultés d'arriver à ce point-là. Ce n'est pas complètement banal. Alors, comment on le fait? Notre philosophie pour le faire, c'est de combiner des annotateurs déjà existants et nouveaux qu'on doit faire, de bas niveau, qui analysent la page web et qui étiquettent les nœuds avec des prédicats pratiquement. Non? Alors, il y a des annotateurs linguistiques, il y a des annotateurs qui purement me disent où est situé un point dans la visualisation d'une page web. Est-ce qu'il est en haut, en bas, ce point il est après l'autre point, etc. Non? Donc toutes ces annotations basses de bas niveau peuvent être obtenues. Même avec l'apprentissage, on utilise aussi certains paquets qui font de l'apprentissage. On utilise des dictionnaires pour annoter si c'est une rue ou une ville, etc. Si un mot représente une rue et une ville, il faut avoir un modèle aussi probabilistique. On n'a pas fait ça encore, mais c'est là le prochain pas qu'on va faire. On va le rendre probabilistique parce que quelquefois il y a des ambiguïtés. Et en plus, on utilise le haut niveau d'intelligence artificielle avec des règles de haut niveau pour comprendre ce que sont les objets de notre désir, pratiquement. Non? Des objets désirés, non, des objets qu'on veut extraire. Non? Alors, on utilise ces deux niveaux. Ça, c'est, si on veut, par exemple, on veut détecter des masques, des formulaires de input d'entrée, des formulaires d'entrée, non? Parce qu'il faut détecter premièrement le formulaire d'entrée, après il faut le remplir, après il faut détecter les objets qui sont sur les pages, où ça va nous mener, etc. Non? Il faut détecter des formulaires. Alors là, on a le bas niveau, pratiquement, on commence à reconnaître ce que ce sont les codes postaux, que cet objet-là, c'est une carte active. Ça, c'est un format.
Alors, si on a pratiquement ensemble sous le même nœud, si on a un formulaire géographique ou un postcode, tout ça, c'est un formulaire de requête géographique. Et on peut reconnaître les prix, etc. Si on a dans un rectangle monochromatique un prix et un formulaire géographique, ça, on appelle ça, nous, c'est un nouveau prédicat, disons, GeoPrice Search Box. C'est un box, une boîte dans laquelle il y a soit une facilité, un champ géographique ou une facilité géographique, ça peut aussi être une carte interactive, et un prix. Non? Et là, on est déjà, si on trouve ça sur une page web, naturellement, on est déjà proche d'avoir identifié où il faut commencer à remplir les champs. De l'autre partie, on a une ontologie. Alors, ça, c'est une ontologie aussi, dans un certain sens. Non? C'est une ontologie d'objets. De l'autre part, on a une ontologie des objets désirés. Non? Par exemple, on veut trouver une Property Search Facility. On veut trouver la liste des propriétés à vendre, des appartements à vendre. On peut trouver, ça c'est un appartement à vendre ou une maison à vendre. Et ça c'est une maison spéciale parce que chaque site, on a vu que chaque site n'a pas seulement la liste des maisons, mais il a des offertes spéciales. Alors, qui sont représentées différemment, c'est un autre objet et on veut savoir que c'est un objet spécial. Alors là, c'est le haut niveau, disons, des objets que je veux extraire. De l'autre partie, c'est le bas niveau, et maintenant, il faut relier ce niveau. Ça, c'est plutôt le niveau visif, disons, et linguistique. Et ça, c'est le niveau des objets conceptuels que je veux extraire. Et il faut faire ce lien entre les objets conceptuels et les objets vrais qui sont sur la page. Et ça, j'appelle ça une phénoménologie. Comment apparaît un objet conceptuel sur une page et on fait le lien. Maintenant, c'est très simple. Ça, c'est un exemple très simple. Mais vraiment, nous, on travaille beaucoup maintenant avec ces phénoménologies qui mettent en relation des objets qu'une personne qui n'a même pas vu un site cherche sur le site et sur les choses qui vraiment existent sur le site. Et naturellement, là, il faut faire beaucoup de choses. Il faut surtout, un grand problème, c'est la segmentation. Il faut détecter des régularités d'objets. Alors, on annote les objets, on comprend que c'est un prix, et on comprend qu'il y a une séquence d'objets similaires, et il faut définir bien les limites des objets. C'est une autre tâche très compliquée qu'on fait dans notre projet que je ne peux pas maintenant décrire. Mais avec ça, on arrive à surtout pour les suites d'objets, on arrive à une très très bonne précision, disons plus que 85% dans le real estate. On peut définir avec 99,5% les aires des données, avec 89, presque 100%, on peut distinguer ce que j'appelle les enregistrements, les records de chaque appartement, non? Etc. Et un peu moins les attributs. C'est un peu plus difficile de trouver tous les attributs, mais même les attributs, c'est plus que dans 98,5%. Et dans le secteur des automobiles utilisées, c'est similaire. Et si on voit les attributs, l'attribut plus difficile, c'est peut-être la location, mais c'est parce que nous, pour le moment, on n'a pas encore les dictionnaires qu'il nous faut, etc., pour vraiment comprendre que c'est une location. Mais c'est un prototype, ce qu'on a. Et ici, vous voyez une règle. Il faut comprendre tous ces objets sur les pages, sur les pages web. Non? Par exemple, si on a deux champs successifs du même groupe, disons du même type, et au moins un doit être un prix, du type prix, et s'il y a un connecteur, un range connector, ça veut dire tout, 2A au milieu, alors ça peut être un price range. Non? C'est une des règles qu'on peut utiliser. Non? Mais il y a 100 autres possibilités. On cherche d'avoir tout. Et la chose intéressante, c'est que le numéro des règles qu'on utilise pour comprendre, il n'est pas tellement grand. Ce ne sont pas 1000 règles, mais ce sont peut-être
En tout, ce sont peut-être 500 règles ou quelque chose de ce genre. Et on peut les faire. Mais avec ces 500 règles, quand on les a, on peut comprendre 99,5% des pages web. Alors, pour finir, parce que je vois que le temps est déjà, qu'on est déjà à la fin, je vais vous donner un petit film de ce que notre système est déjà capable de faire. Voilà. Alors, le pointeur, c'est l'homme qui, pendant que le système travaille automatiquement, hein, l'homme a bougé le pointeur. Donc, ne pensez pas que le pointeur n'a aucun rôle. C'est tout automatique. Là, on voit déjà que le système a découvert, déjà sur la première page d'une entreprise, d'une agence immobilière, le système a compris des propriétés spéciales qui sont déjà sur la première page, mais il faut naturellement naviguer à l'intérieur pour arriver à toutes les propriétés. Alors, le système a compris que ça, c'est un search button. Ici, c'est ce que le système pense. Et il va maintenant explorer la prochaine page qui est derrière ce search button. Il laisse la page et il analyse maintenant la prochaine page et il analyse tout ce qu'il y a sur cette page. La visualisation, c'est fait par l'homme, mais tout ce qui... Et le système a fait la segmentation déjà, vous voyez. On a segmenté les différentes propriétés et on a bien noté que le reste, ce n'est pas relevant, ce n'est pas intéressant. On a exactement, maintenant, on a trouvé les prix aussi, on a trouvé la description et on va aussi trouver le texte intéressant à extraire. Voilà les textes. Maintenant, on commence à comprendre ce qu'est le texte. Maintenant, il faut aller aux prochaines. On a identifié le next button automatiquement. On va naviguer automatiquement à la prochaine page et appliquer le même wrapper sur la prochaine page pour extraire, etc. Et de nouveau, on va segmenter cette page. Quand on a analysé plusieurs pages, on peut compiler ce programme, parce qu'alors on connaît la structure, on peut le compiler dans un programme pratiquement d'un XPath augmenté qui a aussi la navigation, et on peut l'exécuter beaucoup plus facilement. Mais là, il se traite de reconnaître. Ce programme-là, il reconnaît seulement. Mais quand on a reconnu, on sait où chercher. Et on peut compiler ça. Tant que le site ne change pas de structure, c'est applicable. Quand il change de structure, on le note immédiatement et on refait l'analyse. Ça, c'est l'analyse. Ça, c'est un autre site. Ça, c'est un autre site de Rightmove, une très grande agence, une méta-agence, je dirais, en Angleterre. Ils comprennent que ce sont les boutons, disons, d'appuyer. Ici, on a inséré Oxford, mais naturellement, après, il y a une stratégie précise de combien on peut insérer toutes les villes, etc., ou les codes postaux. On peut même chercher qu'est-ce qui c'est mieux. On peut probe to probe, prouver, explorer ce qui est mieux. Et après, on a une stratégie pour explorer cette page. Et naturellement, même quand il y a des ranges, non, on prend toujours le minimum et le maximum pour ne pas voir les mêmes données 50 fois. Voilà, le système pense et segmente. La segmentation a eu lieu. Et on commence à comprendre. Et tout ça, c'est le prix, toujours. Et le système comprend que c'est le prix. Ici, on a seulement marqué en jaune, mais en réalité, le système comprend que c'est le prix et il produit un XML où il y a le prix. Ça, c'est une autre agence encore. Vous voyez, ça fonctionne. Et c'est intéressant parce que conceptuellement, il y a seulement 3 ou 4 types vraiment différents de pages web. Même chacune est programmée dans un mode différent, mais notre système vraiment réussit à les prendre. Donc, on a déjà eu un succès relativement tôt de notre projet, mais maintenant, il faut du travail solide pour arriver à 100%. Et il faut le faire pour des autres secteurs. Et on a aussi le projet naturellement, c'est très long de faire cette analyse. Non, vous avez vu que le système emploie beaucoup de temps. Il faut le paralléliser et le mettre dans le cloud, ces analyses. Non, et chaque page web, non, il y a un processeur dans le cloud, dans le nuage, qui analyse cette page web et après et qui extrait les données.
Merci beaucoup de votre attention et je m'excuse d'avoir fini 5 minutes après ce que je devais faire.